sujet du jour, la parka. Je vous propose qu'on voit en un certain nombre d'épisodes, a priori 13 épisodes, comment monter une parka. Alors aujourd'hui, je viens avec le modèle Anselme, qui est une parka qu'on a sortie chez Petit Patron, qui est disponible en femme, en homme et en enfant. Et c'est un montage dit complexe, c'est pas un patron débutant, pas du tout, ce n'est même pas un patron intermédiaire, c'est un patron dit expérimenté. Mais aujourd'hui l'objectif c'est de voir ensemble comment on va pouvoir monter une parka de A à Z le plus facilement possible. Du coup, comme c'est un projet ambitieux, j'ai décidé de le couper en plein de vidéos, pour vous et pour moi. Parce que c'est un montage qui va être long, qui ne se fera pas en une seule journée pour moi, vu les temps qu'il faut pour monter une vidéo, pour la tourner, etc. Et aussi comme ça vous aidera peut-être à découper le montage et peut-être vous concentrer sur les étapes qui vous posent problème et aller plus vite sur les étapes où vous êtes à l'aise. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo, c'est l'introduction, on va pas coudre, mais on va tout préparer. Et surtout on va discuter de tout ça parce que c'est important de bien préparer, de prendre le temps de prendre son petit carnet, un stylo et de noter avec ses instructions imprimées ou non. Nous on aime bien les imprimer, alors ne soyez pas effrayés par tout ça, c'est parce qu'on a réuni la femme, l'homme et l'enfant pour nous, sinon c'est un petit peu moins épais que ça quand même. Mais en tout cas, n'hésitez pas peut-être à imprimer la première page qui est pratique puisque vous avez les dessins à plat qui vous aident du coup à vous projeter sur le type de parka que vous voulez parce qu'elle est déclinable, il y a plein d'options et il faut absolument réfléchir à vos options avant d'acheter votre matériel. Avant d'acheter le matériel, parce que ce ne sera pas la même quantité, ce ne sera pas forcément le même matériel, donc il faut voir ensemble d'abord ce qu'on va faire. Donc moi je vais essayer aujourd'hui de vous proposer, dans toute cette série de vidéos, la version la plus complexe possible. Alors toutes les options sont pas possibles, capuche ou colle. J'ai tranché, j'ai pris la capuche qui demande plus d'étapes de montage et aussi par choix parce que je préfère avoir une capuche. Donc l'idée ça va être de voir un maximum de choses dans le montage, mais des fois je vous préciserai si il faut se référer au pas à pas. Ce qu'il faut savoir c'est que le pas à pas est ultra détaillé pour chaque étape comme toujours. Chez Petit Patron, alors on imprime sur du brouillon, vous verrez apparaître un peu des feuilles de l'autre côté. Donc normalement vous pouvez monter votre parka qu'avec les pas à pas, il est complet de A à Z, on va juste reproduire ce même pas à pas en vidéo aujourd'hui. Alors, étape 1, choisir sa parka. Je vous parlais des petits dessins à plat qui sont à l'avant. Donc Anselme, typiquement on peut avoir deux options, la capuche ou le col. On peut avoir des glissières qui vont resserrer la taille, qui vont resserrer en bas. On a trois longueurs, la courte, la moyenne et la très longue. On a la possibilité d'avoir des manches froncées au niveau du poignet pour pouvoir bien se protéger de la pluie ou du vent. On a différentes poches, on a une poche poitrine qui est optionnelle, on a des poches, alors si vous faites la courte vous aurez forcément des poches plaquées sur les poches du devant, mais si vous faites la mi-longue ou la longue vous avez des poches qui sont possibles à souffler, donc un peu plus grandes, et ce qui ne se voit pas là, c'est qu'il y a des poches secrètes qu'on a voulu parce qu'on sait que des fois on peut se faire piquer un téléphone ou d'autres choses dans les poches quand on prend les transports en commun, dans une grande ville. Et du coup c'est chiant, moi j'ai pas envie de me faire voler mon téléphone, j'y tiens, il me sert. Franchement je suis très attachée. Et du coup on a imaginé des poches secrètes zippées qui ne se voient pas, qui sont derrière votre poche à souffler et qui vous permet peut-être de protéger. Ou sinon de juste bien compartimenter dans vos poches les croquettes pour telle main d'un côté, les mouchoirs de l'autre. C'est un exemple. Donc moi ce que je vous conseille, et nous on le fait toujours, c'est de prendre un petit carnet et de venir noter les différentes options que vous avez envie de faire. Ou alors, autre possibilité, peut-être de venir colorier ou entourer ou noter sur cette page-là. Parce qu'ensuite, il va falloir prendre tous vos patrons que vous aurez déjà rassemblés et découpés. Si jamais vous avez un peu peur de cette étape, il y a déjà une vidéo qui est disponible, j'essaie de vous la mettre sur les petits i là qui se trouvent là-haut. Mais je vous le mets, c'est sûr, en lien dans la barre d'infos. Donc voilà, il faut vraiment prendre le temps de bien noter pour pouvoir séparer vos patrons. Ça vous évitera, de couper inutilement des pièces qui vous sont pas utiles, d'en oublier une, de ranger le tissu et de vous dire faut le ressortir. C'est mon cas aujourd'hui. Je dois recouper une pièce, je viens de m'en rendre compte. Et sinon, juste de bien vous organiser, bien quantifier le matériel, puisqu'on va en parler après.
savoir ce qu'il vous faut comme matériel en quantité exacte, c'est pas forcément simple parce qu'il y a tellement d'options que nous on a essayé de vous détailler au maximum avec plein de placements différents suivant les options et suivant les tailles, mais encore une fois c'est pas parfait, vous allez voir qu'il y a une technique pour savoir exactement combien il vous faut. Donc moi aujourd'hui j'ai décidé de me faire une parka mi-longue avec la petite glissière qui resserre au niveau de la taille et en bas, toutes les poches, une capuche et des manches froncées. Donc c'est une des versions les plus complexes. Toutes les parkas se ferment par un zip devant avec en plus des pressions. Toutes les parkas sont doublées. Et c'est tout pour les options, mais c'est déjà pas mal. Donc une fois que vous avez déjà bien défini ce que vous voulez faire, vous pouvez soit commander le tissu, on va faire ça, on va en discuter. Soit si vous avez déjà votre matériel, c'est bien séparer toutes les pièces patron, enlever tout de suite les pièces que vous n'utiliserez pas. Exemple, si vous faites la capuche, ne coupez pas le col et inversement, vous n'avez pas besoin des deux. Les poches c'est pareil, si vous faites les poches à souffler sur une version mi-longue ou longue, inutile de couper les poches plaquées. Si vous décidez de ne pas faire les poches secrètes, vous les enlevez. Si vous voulez une parka en laine par exemple, en esprit vraiment manteau d'hiver, vous voulez aucune coulisse, vous enlevez les coulisses, vous éliminez tous les patrons inutiles, comme ça vous commencez un peu plus clair. Ensuite, je vous conseille de bien séparer vos patrons. Le tissu, la doublure, et s'il y a besoin, si vous thermocollez, de séparer aussi ce qui va être thermocollé de ce qui ne l'est pas. On va en parler après, c'est hyper important le thermocollant dans le cas de la parka, puisque ça va dépendre de votre matière. C'est ce que vous avez un peu d'expliqué dans toutes les pages instructions qui sont au début, avant de démarrer. On vous parle du matériel, le type de tissu qu'il vous faut, comment bien choisir, le droit fil thermocollant, on vous rappelle ce que c'est si vous ne le saviez pas. Et ensuite vous avez une série d'estimations de matériel avec toutes les petites options. Et on va voir aujourd'hui ce qui est optionnel de ce qui est pas trop optionnel. Donc là on est au clair, on sait ce qu'on veut faire. Maintenant on va s'intéresser au matériel. Et après je vous parle des patrons. Le matériel. Alors, vous voulez une parka? Pour quel usage? C'est important de vous poser la question. Est-ce que vous avez envie de vous faire une petite veste demi-saison qui n'a pas forcément besoin d'être imperméable parce que vous vivez dans un endroit où il ne pleut jamais? Est-ce que vous voulez une parka qui va surtout vous protéger de la pluie et du vent? Est-ce que vous voulez un esprit plutôt manteau qui va vous tenir chaud? Tout ça, il faut se poser la question puisque forcément le choix du matériel va jouer. Si vous avez une machine qui n'est pas une bête de compétition, donc c'est-à-dire une machine dite entrée de gamme à moins de 500 €, attention aux matières épaisses. Vraiment attention parce que forcément on a de l'épaisseur. Si vous utilisez un tissu qui en plus de base est plutôt dit compliqué, ça pourrait ne pas passer, donc faites bien attention. La bonne nouvelle c'est que si vous faites une parka dans l'esprit le plus classique du terme, c'est-à-dire un coupe-vent et un coupe-pluie, vous allez utiliser des tissus imperméables qui pour la plupart sont hyper faciles à coudre et qui passent dans beaucoup de machines. Et ça c'est bien. Justement, moi aujourd'hui je suis allée piocher dans des tissus Atelier Neko, donc pour ceux qui ne le savent pas c'est la mercerie que j'ai créée avec mon amie Charlotte. Des tissus, je suis allée chercher des tissus un peu emblématiques de la parka, mais il faut savoir qu'une parka ça peut être aussi bien en jean, en velours, que en soft shell, en imperméable, en serge déperlant et ensuite en lainage. Donc ça peut être un lainage en tissu esprit lainage, en laine bouillie, ça peut être encore plein de choses dont j'oublie totalement les noms là tout de suite, mais ça peut être du jacquard aussi pour un esprit un peu fat. Donc il y a plein de possibilités, suivant la matière ça va être plus ou moins chaud. Il ne faudra pas oublier la doublure et surtout la doublure glissante, on va en parler. Donc là je vous propose de vous présenter un peu les tissus imperméables classiques et de vous donner les points forts et les points faibles de chacun, parce que ça va jouer sûrement sur votre choix. Vous voulez un tissu qui soit déperlant, c'est-à-dire que la pluie ne passe pas, qu'elle coule sur vous et qu'elle vous quitte rapidement, mais qui soit plutôt chaud. Il existe une matière qu'on aime beaucoup dans la couture qui s'appelle le soft shell. C'est des tissus qui ont un côté imperméable à l'extérieur et quand on regarde l'intérieur, ils sont en polaire. C'est un petit peu plus épais, mais c'est pas excessivement difficile à coudre, mais forcément c'est un peu plus épais qu'un serge déperlant dont on parlera juste après. Faut savoir que même si vous avez l'intérieur polaire, moi je vous invite à doubler. Un manteau non doublé, c'est un manteau qui est peu pratique et qui va être entre guillemets peu efficace pour son unité première qui est de vous protéger du froid, de la pluie, du vent, etc. Donc la polaire à l'intérieur, c'est aussi pour vous tenir chaud, c'est pas forcément pour vous éviter de doubler le manteau. Beaucoup de gens pensent que quand c'est en soft shell, on double pas, mais vous allez voir que le porter d'un manteau doublé ou non, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ça c'est une très bonne alternative pour un manteau de demi-saison qui tire bien vers l'hiver quand il fait pas trop froid chez vous.
c'est le cas dans le nord, il fait pas très froid mais il pleut tout le temps. Et qui va vraiment être imperméable, donc qui sera votre copain si vous, comme moi, vous baladez votre chien tous les jours, même quand il pleut très fort, comme ce matin, même si nous sommes en août, là où je tourne la vidéo maintenant. Donc le CRG, non le CRGD pardon, n'importe quoi, le soft shell, vous allez en trouver comme là à motif, mais il en existe aussi beaucoup en uni. Et d'ailleurs il va y en avoir chez Atelier Neko si vous voyez la vidéo avant que ça sorte, sinon ça tombe que vous la voyez et on en a déjà. On a trouvé des unis et c'est cool. Alors je les ai pas mis dans le burn-out, moi ma matière préférée et celle que j'ai choisie aujourd'hui c'est le CRGD perlant. Alors vous allez voir, je vais essayer de le manipuler, c'est un tissu qui est très fin, mais qui est vraiment le tissu emblématique de la parka. Il est déperlant, il est imperméable, il est coupe-vent, il est coupe-tout, mais il n'est pas chaud. Ça, il faut le savoir. C'est un peu le concept de la parka. Ça vous protège de la pluie, mais pas du froid. Donc, le CRGD perlant, en fait, à l'intérieur, on voit qu'il a une sous-couche, on va dire, un peu plastifiée, c'est ce qui le rend complètement imperméable. Donc c'est une matière qui est assez facile à coudre, qui est vraiment top pour la parka et qui est fine, et c'est vraiment le top, surtout si vous n'avez pas une machine de folie. Vous allez voir que moi je vais la monter avec une machine dite basique, justement pour vous montrer ce qu'on peut faire avec les machines que la plupart des gens ont aujourd'hui. L'avantage de ce tissu là c'est qu'il est vraiment utile pour la parka, il est déperlant sans être trop compliqué à coudre, donc moi c'est un tissu que je vous recommande, on trouve pas mal de coloris, donc moi aujourd'hui j'ai choisi le coloris bleu nuage, vous voyez là j'en ai du kaki, il y a plein d'autres couleurs possibles et c'est un régal. Dans les matières fantasy, où il va vous falloir une bonne machine et de l'expérience, sérieusement, ça va être tous ces petits tissus imperméables assez originaux. Là par exemple j'ai un tissu en gomme, donc il est un peu il est transparent avec un motif à pois. On a fait une parka transparente, donc on ne l'a pas doublé, avec pour la sortie de Anselme. C'est vraiment chouette, c'est un tissu qui est très fun. Pareil ici, j'ai du tissu très fin, vous voyez c'est l'esprit du kawaii, l'emblématique kawaii, donc il est très fin, c'est vraiment, il est imperméable mais pas à 3000%, c'est la petite veste qu'on va se mettre quand il se met à pleuvoir en randonnée mais qu'on aura mis en boule au fond de son sac. Donc ici irisé, un esprit un peu cosmodote que j'aime beaucoup. Ces tissus là ils sont plutôt recommandés pour des gens qui ont de l'expérience et beaucoup de patience, parce qu'il y a des étapes de préparation qui sont nécessaires en plus, parce que typiquement vous pouvez pas les épingler, donc il va falloir souvent faire des petites coutures de repères pour vous aider quand vous allez faire vos pliages. Vous n'allez pas pouvoir les pré-plier au fer, ça va être le cas de la plupart des matières dites imperméables, donc je les recommande à des personnes qui ont de l'expérience et de la patience, parce que ça demande plus de temps et ça demande plus de technique. Ça c'est pour le tissu extérieur. Pour la doublure, vous allez avoir besoin de deux matières. C'est indispensable, vraiment je vous le conseille. Vous pouvez prendre quasiment ce que vous voulez en doublure de corps, donc pour l'intérieur. Vous pouvez prendre comme moi, j'ai choisi une petite popine de chez Petit Pan comme ça. Donc c'est une toile de coton, ce qui est le plus basique. Vous pouvez aussi choisir de la vraie doublure, vous pouvez choisir du jersey, mais attention, c'est comme les tissus que je viens de vous présenter, ça demande beaucoup plus de technique, donc c'est déconseillé si c'est votre première parka et que vous n'êtes pas encore un expert de la couture. Donc en termes de doubleur, on peut s'amuser, mais il faut faire attention à un élément, c'est les manches. On l'a tous fait une fois, si vous avez déjà monté un manteau pour vous, c'est de le faire dans une doublure et de voir que ça accroche, que c'est hyper compliqué de rentrer les bras ou de les enlever. Il faut absolument prévoir de la doublure glissante, donc c'est ce qu'on appelle la vraie doublure anti-statique, en acétate, en polyester, ça peut être un satin, mais c'est de la doublure pure de manteau. Moi aujourd'hui je vais utiliser de la doublure acétate. Alors je vous montrerai bien le gros rouleau, mais il est un peu gros. Alors je vais vous chercher gentiment les pièces si je les trouve. Bah non, je vais vous sortir le rouleau. Hop. Tadam! Voilà, il est super lourd. Donc c'est une doublure qui est pas hyper fun, hein, mais on la met juste sur les manches, donc il n'y a personne qui le voit. Vous pouvez mettre, vous voyez, moi aujourd'hui j'ai choisi du blanc. Nous on l'a aussi en noir, on peut des fois trouver des couleurs chez des revendeurs. Mais c'est une doublure qui se verra quasiment pas puisqu'on l'utilise que sur les manches. Évidemment, vous pouvez l'utiliser à 100% pour votre manteau. La seule chose à savoir, c'est que vous ne trouverez pas de motif sur ce type de doublure là. Elle est économique, donc c'est sympa, mais par contre elle n'est pas forcément hyper simple à coudre. Donc faire toute sa parka dans une doublure comme ça, c'est pas un régal. C'est pas la partie la plus sympa.
Moi c'est vrai que j'aime beaucoup doubler en popeline pour avoir du fun. Là j'apporte un peu de motif à l'intérieur et je me contente d'avoir mes manches en acétate, en doublure de manteau pour que ça glisse bien et que je n'accroche pas et que je m'énerve et que je me dis c'est bon, j'apporte plus ma parka. Voilà. J'ai connu ça. Je parle en connaissance de cause. Bon, là on a parlé des tissus principaux, mais vous avez peut-être déjà vu, ou vous allez le découvrir, il y a de la mercerie quand même. Il y a pas mal de choses. Donc, au niveau de la mercerie, pour faire une parka, donc il y a, si vous faites les poches intérieures discrètes, des zips qui sont non séparables. Donc là, je vous prends des zips classiques. Rien d'extraordinaire, soit vous avez pile la bonne taille, soit vous décidez de le rétrécir. Mais en tout cas, il n'y a pas grand chose à savoir, mais surtout pas de zip séparable pour les poches secrètes. Par contre, pour fermer votre manteau, bah, il vous faut un zip séparable. On a tous fait la bêtise une fois de dire oh non mais c'est bon, je prends n'importe quoi. Vous avez envie de passer le manteau par le haut tous les matins alors qu'il s'ouvre quasiment jusqu'en bas? Donc faites bien attention à prendre un zip séparable et là encore une fois, soit vous prenez pile la bonne taille, soit vous ne l'avez pas et on vous montre comment le rétrécir, c'est pas très compliqué, rassurez-vous. Donc ça c'est pour les zips. Ensuite dans la petite mercerie en plus, vous avez besoin de pression. Et là on oublie les pressions en plastique. C'est joli, hein, ça apporte du fun, de la couleur, etc. Mais vous l'avez peut-être déjà testé, la pression en plastique, c'est une pression qui est faite pour des projets assez simples, on l'utilise beaucoup dans l'enfant parce qu'il ne faut pas que ce soit trop épais. En effet, elle ne va pas réussir à s'accrocher si le tissu est épais. Votre parka, à la fin, elle va avoir d'épaisseur, elle va surtout être pressionnée constamment, donc il faut qu'il y ait de la résistance. On vous conseille donc des pressions en métal. Donc en général, la pression classique en métal, elle est faite justement pour les tissus épais. Et quand vous allez utiliser par exemple un tissu très fin, comme celui que je vous ai montré, qui est de l'esprit du kawaii, dans ce cas-là, il vous faut des pressions dites pour tissu fin, pour éviter que celles-là, elles vont avoir du mal à se pressionner parce que ça sera trop fin à l'intérieur. Et elles sont trop fortes et ça pourrait déchirer le tissu. Donc les pressions dites métal pour tissu fin, en général, bah, c'est écrit sur la fiche qu'elles sont pour tissu fin. Je ne sais pas pourquoi, on le précise beaucoup moins pour les pressions dites classiques pour tissu épais. Mais voilà, on n'oublie pas, la pression en métal, elle se pose au marteau, on respire, ça se passe bien. Vraiment, je vous promets, ça se passe bien, on va le faire ensemble, vous allez voir, ça fait un peu de bruit. Évitez de le faire à 3 h du matin, surtout si vous êtes en appartement. Mais sinon, ça va bien se passer. Alors, dans le reste du matériel... Si vous décidez de faire la parka avec une glissière, qu'elle soit en taille ou en bas, il vous faudra, je vous le conseille vivement, du cordon. Vous pouvez prendre un billet que vous allez plier en deux et coudre pour faire un ruban, ou du vrai cordon en coton, fantaisie, classique, vous avez le choix. Mais par contre, là où il ne faut pas oublier, c'est ce qu'on appelle le bloc cordon. Vous connaissez tous, vous en avez sur vos manteaux. C'est un petit objet comme ça en métal ou en plastique dans lequel on passe les cordons et qui permet d'éviter que le cordon ne glisse. Parce que dès que vous allez resserrer ou vous allez laver ou etc., votre cordon il va se faire la malle si vous n'avez pas les blocs cordons qui bloquent des deux côtés. Donc petite chose parce qu'on le voit souvent chez Atelier Neko, il faut en prendre deux pour une seule glissière. N'oubliez pas, un seul ça suffira pas. Et l'option qui là est complètement optionnelle mais vraiment... Moi je peux pas m'en passer, alors forcément j'ai pas ouvert ma boîte avant, c'est ce qu'on appelle le cache-nœud du cordon. Donc en fait c'est un tout petit objet comme ça qu'on glisse dans le cordon et après on fait le nœud et en fait ça vient cacher le nœud. Alors c'est esthétique mais c'est aussi très pratique parce que votre cordon aura un joli tombé vers le bas, il va pas voler dans tous les sens. Donc là c'est complètement optionnel mais moi je le mets systématiquement sur mes manteaux et sur mes pantalons avec une coulisse parce que je trouve ça vraiment plus pratique. Ensuite, il faut qu'on parle encore du thermo et du droit fil. C'est hyper important. Il y en a partout sur ma table, c'est normal, c'est un projet ambitieux avec plein de choses. C'est pour ça qu'on le coupe en plein de vidéos. Le thermocollant, c'est cette chose. C'est une toile tissée ou un tissé. Je préfère la toile tissée, je vous recommande vraiment de ne prendre que ça. Qui a une couche de colle qui va réagir à la chaleur du fer. Donc la couche un peu granuleuse, on la pose contre l'envers du tissu, on pose le fer par-dessus en le protégeant avec quelque chose pour éviter que la semelle soit en contact direct. Et on laisse quelques secondes pour que la colle se mette sur le tissu grâce à la chaleur. C'est indispensable pour plein de raisons. Ça donne un joli tombé à vos vêtements et ça renforce les zones qui en ont besoin.
les pattes, là où il y aura des pressions, les encolures, etc. On en utilise beaucoup. Des fois on va vous demander d'utiliser du thermocollant, des fois on va vous parler du droit fil thermocollant. C'est la même chose sauf que c'est coupé en ruban de 1 cm de large et ça fait gagner du temps, c'est hyper pratique. Je vous ai montré du droit fil noir, il existe en blanc, pareil pour le thermo, il existe en noir. Ces deux éléments, ils sont indispensables, mais attention, ça va dépendre du tissu que vous allez utiliser. Pourquoi? Alors je vais faire du rangement ici. Je vais reprendre mon serge d'éperlant qui est un bon exemple. De toute façon, toutes les matières que je vous ai présentées, là, pour l'extérieur, aucune ne doit être thermocollée. C'est du plastique. Il y a du plastique. Ça ne se repasse pas sur l'envers, ça va fondre et on ne vient pas thermocoller ce genre de matière. Par contre, si vous décidez de vous faire une parka en jean, en velours, en poplin, mais je vous le recommande pas du tout, il va falloir utiliser du thermo ou du droit fil. Mais les matières comme ça, plastifiées, imperméables, etc., on oublie parce que la plupart du temps on ne pourra pas repasser soit sur l'endroit, soit sur l'envers, soit des deux côtés. Donc vraiment très attention. Moi aujourd'hui la parka que je vais faire en serge d'éperlant, elle ne sera pas thermocollée et il n'y aura pas de droit fil. Tout ça évidemment c'est inscrit sur les pas à pas, mais je tiens à vous le rappeler parce que c'est un élément hyper important. Bon. Je vous propose de ranger tout ça, on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo, la coupe qui est hyper importante. Tada! J'ai rangé et j'ai sorti mes petites pièces de patron. Alors moi elles sont déjà coupées, mais là on va faire comme si elles n'étaient pas coupées. Donc, première chose que je vous conseille, c'est dans votre pas à pas de vous mettre à la bonne page, qui est pas celle-là, mais qui est celle-là, ici l'étape 3. Alors faites attention, suivant femme, homme et enfant, ça peut être un numéro d'étape un peu différent puisqu'on a réadapté forcément à chaque montage. Les instructions restent les mêmes, c'est juste qu'il y a des options qui sont possibles en femme, qui ne sont pas en homme ou en enfant. Ici on vous parle de la coupe et c'est important de bien le lire avant de couper parce qu'on va parler de la notion de doublure et des déclinaisons. Premier élément hyper important qu'on va garder en tête, c'est que comme c'est un manteau, c'est une pièce qui vise à avoir un côté droit, un côté gauche, et pour éviter de faire des erreurs, je vous déconseille de couper toutes les pièces indépendamment, c'est-à-dire couper d'abord le dessous de manche droit, puis le dessous de manche gauche. Au-delà de la perte de temps, c'est aussi un risque de faire des erreurs. C'est vraiment important. Donc toutes les pièces qui doivent être coupées 2 fois. Exemple, ici, mon dessous de manche. On va plier son tissu. Vous avez des placements recommandés dans le fichier, après libre à vous de vous inspirer comme vous le voulez. Mais vous allez toujours plier le tissu envers contre envers, donc vous posez les pièces sur l'endroit et vous coupez en une fois. Vous gagnez du temps et surtout vous êtes sûr qu'une fois que vous allez désépingler, vous aurez la droite et la gauche et ça c'est hyper important. Ensuite, on a des parties un peu plus complexes. Exemple, le devant. Alors, la pièce numéro 1, et les coquines. Bon, coquines, on s'entend. Vous allez avoir une fermeture qui nécessite d'avoir un montage droit et gauche pas tout à fait identique avec un petit décalage, etc. Tout va bien se passer, vous allez voir, on va y arriver. Une vidéo complète dédiée au montage du zip est prévue. Mais avant, il va falloir bien préparer ces pièces. C'est-à-dire que, si vous êtes attentif, vous allez voir qu'il y a écrit milieu devant droit et milieu devant gauche. Donc vous allez plier votre tissu, faire votre placement, couper la pièce en grand en suivant la ligne milieu devant gauche, qui est celle à l'extérieur. Après vous allez séparer, vous allez bien identifier la pièce dite devant droit. Si vous avez un doute, vous la mettez contre vous, comme si vous aviez déjà cousu votre manteau pour être sûr que c'est bien la pièce droite et non la pièce gauche, etc. Et là vous allez recouper cette pièce sur la ligne de milieu devant. Donc en fait on va éliminer cette bande là, c'est normal, ça va bien se passer. Vous vérifiez bien et vous le faites. Et forcément, vous le coupez que sur le droit. Vous allez faire pareil avec la doublure. Et là, peut-être que vous avez remarqué, en fait, j'ai presque reconstitué un devant. Sauf que là, j'ai ma doublure. Et là, j'ai mon tissu extérieur. Pourquoi? Mais il y a de la logique. Vous allez voir que pour toutes les pièces, des fois, elles sont pas en double, etc. C'est important. Il va falloir comprendre dès maintenant qu'une doublure, comme elle est à l'intérieur, mais que quand on ouvre son manteau, on voit le joli du tissu et non l'envers. Vous allez constamment faire du montage, vous allez mettre l'envers de votre tissu extérieur contre l'envers de votre doublure. Donc le devant droit, il est en miroir avec sa doublure. Donc c'est pour ça que vous avez des pièces qui sont en symétrie. Ne vous inquiétez pas, on va le faire étape par étape, on va tout monter. Mais la chose qu'il faut retenir, c'est qu'on suit précisément les instructions qui sont sur les patrons. Vous avez un encadré avec toutes les informations, le numéro de la pièce, ce que c'est, le nombre de fois on le coupe et dans quelle matière.
Vous suivez tout ça, vous commencez pas à modifier parce que c'est là où vous allez peut-être faire des erreurs. Vous n'oubliez pas que si vous avez des crans partout, c'est des petits repères, il faut les cranter que de 0,5, pas plus. Et la petite chose que j'aurais pu vous dire avant, les petites astuces pour pas se tromper par exemple sur la coupe de son tissu, une fois que vous avez sélectionné votre table en suivant le tableau de mesure, c'est impératif, vous pouvez prendre un stabilo et stabiloter la ligne de votre taille. Comme ça, quand vous coupez, vous êtes absolument sûr de tout le temps rester sur la ligne de taille qui vous correspond. Et là, vous voyez peut-être qu'il y a des petits morceaux de stabilo, enfin des petits bouts de stabilo un peu mis rapidement. En fait, c'est pour les tissus qui vont être thermocollables ou avec pose de droit fil. Donc c'est l'étape d'après. Nous on met toujours un petit tracé de stabilo sur tous les endroits où il va falloir en poser. Donc vous avez les schémas ici qui vous aident. Mais pour gagner du temps et parce que souvent on recoupe plusieurs fois, c'est pas la première fois que moi je fais une parka, et bien on met un stabilo, un petit morceau de stabilo, comme ça je sais qu'au moment de faire mon droit fil, j'ai plus qu'à le faire. Aujourd'hui j'ai pas besoin de faire de droit fil, de poser mon droit fil ou mon thermocollant puisque j'ai choisi une matière imperméable donc plastifiée. Si vous c'est le cas, je vous invite à le faire parce qu'à la prochaine vidéo on va tout de suite commencer le montage. Vous êtes prêts? Tout va bien se passer. Ça va aller, vraiment ça va aller. On va y arriver. Je vous laisse déjà préparer tout ça. Je vous donne une dernière astuce et puis ensuite on se quitte pour mieux se retrouver à la première étape de montage. Ok? Alors, avant de se quitter, si vous voulez une estimation parfaite de votre quantité de métrage, c'est un peu fastidieux, mais ça peut parfois faire des économies en métrage ou parce que vous avez un coupon, vous n'êtes pas sûr que ça passe. Vous faites le vide sur votre grande table si comme moi vous avez une grande table, ou sur le sol, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Vous estimez, par exemple, vous avez repéré un tissu qui fait 1,40 m de large, et bien vous prenez des scotch ou des grandes règles, des repères, et vous faites une largeur de 70, puisqu'on va calculer le tissu plié en deux. Vous commencez à disposer toutes les pièces patrons que vous avez posées en suivant soit les conseils de placement du fichier, soit parce que vous le sentez de le faire à votre manière. Et comme ça, vous allez pouvoir estimer la longueur exacte dont vous avez besoin. Alors, ça prend un peu plus de temps, puisqu'on fait une pré-estimation sur le sol ou sur une table, c'est un peu long. Mais si vous voulez être sûr que ça passe dans le métrage que vous avez repéré, ou que le site où vous voulez acheter du tissu ou en mercerie, on vous a dit « il me reste plus que 2,40 m, est-ce que ça passe dans 2,40 m? Je ne sais pas ». C'est une manière de calculer qui permet d'être hyper précis, parce qu'on a essayé d'être vraiment au plus juste dans les estimations de métrage, mais entre les options et les différentes tailles, forcément il y a un moment on fait des moyennes, on réunit des tailles ensemble, on réunit des options types qui ont tendance à être prises ensemble et on fait une estimation, même si on vous a fait plein d'estimations différentes pour essayer de vous aider au maximum. Là cette fois j'ai vraiment fini, il est temps qu'on se quitte pour se retrouver à la prochaine vidéo. À bientôt!